Bonjour, je suis Alice Quinn. Vous avez l'habitude maintenant de m'entendre tous les jours pendant le confinement. Je lis quelques extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Ça fait vraiment un feuilleton, les extraits se suivent et si vous m'écoutez tous les jours, eh bien vous aurez le roman en entier. J'espère en même temps que la fin du confinement. Ce rendez-vous tombe tous les jours autour de midi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une comédie policière. C'est pour se détendre, c'est pour oublier pendant quelques minutes par jour ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes déjà au 12e jour de confinement. Allez, haut les cœurs. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 10. Hier, on a vu que Rosie avait été refoulée quand elle a voulu aller déclarer son agression à la police. Ensuite, sur son lieu de travail, tout le monde a pitié d'elle parce qu'elle a des marques de coups sur le visage. On la prend pour une femme battue. Tony l'accompagne partout maintenant, il a peur pour elle. Et sa patronne, Blanche Dorset, lui révèle qu'elle a connu sa mère quand elle était jeune. Allez. 39. Toujours aucun visiteur. Tout le monde passe devant moi comme si j'étais transparente. Tout en examinant mon nouveau jouet, je récapitule dans ma tête ce qui s'est passé depuis que j'ai rencontré Sergo. D'abord, l'altercation avec mes copains, les gilets jaunes. J'essaie de retrouver comment ça a commencé. Je me repasse la scène. J'étais loin au début, mais j'ai entendu. Le garde du corps de Sergo est largement responsable du ton de la conversation. Au lieu de calmer les choses, il les a envenimées. Avec le recul, je me dis que s'il avait voulu que Sergo se prenne une raclée, il n'aurait pas agi autrement. Enfin, j'exagère peut-être. Je me penche vers la chef des secrétaires qui m'ignore royalement depuis que je suis arrivée ce matin. Elle doit être vexée de m'avoir lourdée hier et de me voir toujours dans la place, même si ce n'est pas au même poste. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom. « Eps, madame, là !» Elle daigne se retourner vers moi et me répondre. « C'est quoi le nom du corps de... Non, du garde du corps de Sergo, celui qu'il avait avant moi, je veux dire. Il sortait d'où, ce type ? Eric ? Oui, Eric. Il a été embauché comment ? Vipès, me siffle-t-elle entre ses dents à contre-cœur. Je me souviens brusquement de son prénom. C'est Flo, Florence. Oh, ça va, Flo, hein ? Je ne vous ai pas insulté, moi. Je suis polie. Alors, vous pouvez faire un effort. En plus, ça se dit pas Vipès. On dit vipère. Je vous demandais juste un nom, c'est tout. Elle hausse ses épaules et se détourne de moi. Sur un signe de sa tête, l'une de ses petites mains de derrière son ordinateur me tend un papier où elle a rapidement écrit VIPES avec le décryptage VIP Events Secure. C'est le nom de la boîte. Le type de samedi matin, on n'a pas son nom, que son prénom. Tous les contrats passent par cette entreprise VIPES, car les gardes sont interchangeables. Justement, il est passé où celui-là ? Aucune idée, appelez VIPES. Pourquoi vous posez toutes ces questions ? Oh, pour rien, je ne sais pas, comme ça, par curiosité, parce que je m'ennuie. J'en fais trop, je le sens. Elle me regarde bizarrement, en plus de la pitié femme battue. Je me penche vers ma tablette pour taper VIPES et je recherche les données administratives de cette boîte. Et là, bingo, principal client, un Chinois dont la spécialité est de racheter des clubs de foot européens prestigieux. Suivez mon regard. Voilà comment Sergo a trouvé son garde du corps, en passant par cette bande organisée haut de gamme de syndicats du crime international. On y trouve, à ma connaissance, et pour ce que j'en sais déjà, un Russe, un Chinois et sûrement aussi Girard. Et ce sont eux qui ont fourni des vigiles à Sergo. Pas très efficace, leur type. Bon, creusez la piste bodyguard Vipès pour savoir ce qu'est devenu Sergo. Je continue mon récapitulatif. Soirée de projection au palais, plutôt calme, sauf la présence du syndicat en question. J'essaie de me souvenir de l'expression du grand patron. Il avait l'air satisfait, il était content d'être là, d'avoir coproduit ce film.
Je faisais des signes à la petite Paloma, sa fille, capricieuse, à qui il ne refuse rien, qui voulait faire du cinéma, avec son fiancé Sergo, mais ça, le père l'ignore. Que Sergo est son fiancé, je veux dire. Tout ça, c'était au début de la projection, parce qu'à la fin, après le grand fiasco, je ne les ai pas revus, ni les uns ni les autres. Ah oui, certains étaient à la fête, non? Ce n'est pas difficile de penser qu'ils ont été humiliés par l'échec du film. C'est le lendemain que Sergo a disparu. Bon, troisième séquence, donc la disparition. Dimanche, hier. Sergo a-t-il été enlevé? Par qui? A-t-il, comme tout le monde semble le croire, mis en scène sa disparition pour faire de la pub au film? Quel pourrait être le mobile de son enlèvement par Kalash et le Chinois, David Hu? Je ne vois pas. Sauf s'ils veulent aider Girard à l'éliminer pour qu'il ne tourne plus autour de sa fille. À moins qu'ils ne leur doivent du fric. Il paraît qu'ils jouent au poker. Peuvent-ils être susceptibles au point de tuer, de le tuer? Est-il mort à l'heure actuelle? Quatrième acte, mon agression par Piotr et Marco, ce matin. Bon, plus j'y pense, plus je me persuade que ça n'est pas une vengeance. S'ils avaient voulu se venger, ils l'auraient fait depuis longtemps, depuis qu'ils sont sortis du trou. Comme par hasard, ils apparaissent dans le radar de l'affaire du film qui capote. Le premier rôle disparaît, et moi, je me fais agresser par les deux tarés. Et j'étais le bodyguard du premier rôle. Le rapport est donc direct. Oui, Blanche a raison, il faut que je parle à Borelli. M'a quand même bien vexé, alors je me tâte. À un moment, ma patronne se poste à mes côtés et m'invite à une fête qui a lieu ce soir dans une villa de la colline. C'est la fameuse invitation par la mairie. Je cherche 1000 excuses pour refuser, mais elle insiste tellement qu'à la fin, je ne dis plus rien. Hélas, je vois bien qu'elle prend mon silence pour un oui. Elle repart en coup de vent dans son bureau, satisfaite, vissée à son portable, un écouteur plaqué à l'oreille. Je n'ai aucune intention de passer la soirée avec elle. Déjà hier, j'ai laissé les filles à la maison. Ce soir, je suis en famille. Vers 18h, je constate que l'excitation autour de moi, loin de se calmer, ne fait qu'augmenter. Tout le monde parle des projections où ils vont se rendre, des dîners, des rendez-vous, des fêtes. Il y en a un bon nombre qui s'extasient en parlant du yacht. Il paraît que c'est le top. Il y a du caviar russe et du champagne chinois. La dernière mode. Ça rentre et ça sort encore plus, comme dans un moulin ici. Je suis de plus en plus transparente. Comme mes amoureux virtuels se répètent un peu, je craque et je ferme la boutique. Je profite d'un moment où Blanche d'Orsay n'est pas dans les parages et je m'éclipse sans que personne ne remarque mon départ. J'ai renoncé pour aujourd'hui à lui demander du fric. 40. Comme il l'avait promis, Tony est en bas, dans la rue, à m'attendre. Sourcils froncés, il a la tête des mauvais jours. Qu'est-ce qu'il y a encore, je demande. Les petites vont bien? Oui, oui, très bien. Ben alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de ce site de courrier du cœur, là. Mais, alors là, je suis sciée. De quoi il se mêle? Alors là, tu me scies, Tony. De quoi tu te mêles? Je suis encore libre d'écrire à qui je veux, non? Il a la décence de paraître gêné. Non, c'est pas ça. Bien sûr, oui, tu sais. Je voulais juste te mettre en garde. Comment ça? Ben oui, ces types-là, tu sais, ils peuvent te raconter n'importe quoi, te mentir. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. C'est peut-être des maniaques ou des prédateurs. Ça va, tu sais, moi non plus, je suis pas née de la dernière pluie. Je suis plus un bébé, Tony. Oh, réveille-toi. On dirait que tu veilles sur moi comme... Je te signale que t'es pas mon frère, ok? Bien sûr, non. Ce que je comprends pas, c'est que tu as des tas d'opportunités dans ta vie de tous les jours de rencontrer un type super, sympa, gentil, qui pourrait être ton amoureux, et tu essayes encore de te placer là, Tony. Tu dois comprendre qu'entre nous, c'est pas possible. C'est dingue ça. Combien de fois il faudra que je te le dise?
C'est agaçant, tu m'écoutes jamais. Je peux pas sortir avec mon patron. Oh, patron, comme tu y vas. Si peu. Comment ça, si peu? Je travaille pour toi et tu me payes, non? Écoute, si tu tiens vraiment à aborder ce sujet, Cricri, reconnais-le. Tu n'en fais qu'à ta tête. Ok, je te paye, mais comme patron, on pourrait plutôt croire que c'est toi la patronne. Tu viens bosser quand tu veux. Tu mets les tables à ta façon, tu engueules les clients, tes gosses passent leur vie dans l'arrière-salle, tes amis créent des spectacles chez moi quand c'est pas des défilés de mode. Bref, depuis que tu as mis un pied au Select, tu as tout chamboulé. Plains-toi. T'as regardé ton chiffre d'affaires comme il a augmenté? Euh, Pas vraiment, tu vois. Ah bon? Ça doit être depuis que tu es passé vegan. Forcément, ça a chuté aux apéros. Avant, les gens avaient toujours quelques tranches de mortadelle avec leur happy hour. Maintenant, olives, cacahuètes et chips, ça fait radin. De quoi on parle là? T'arrives toujours à faire dévier la conversation. Je voulais évoquer tes emails du cœur. Bah quoi? C'est vrai, je comprends pas ce que tu cherches sur Internet, alors que dans la vie au moins, tu es sûr de ne pas être trompé sur la marchandise. Et puis, joli comme tu es, je le crois pas. Il rougit en disant ça. Tu n'as que l'embarras du choix. Bon, tu comprends, Tony, je cherche l'homme idéal. Vu mon âge, il est temps que je me case. Mais pas avec n'importe qui. J'en ai marre des aventures de passage. C'est toi qui mets tes amoureux dehors au bout de quelques jours. Je me dis que si je prends bien le temps de chercher, de discuter avec un mec en ligne, je le connaîtrai mieux, plus profondément, et quand on se rencontrera en vrai, je serai sûre déjà que c'est celui qui possède toutes les qualités que je recherche. Tu cherches quoi? Comme toutes les filles. Tu crois que je suis différente des autres, mais non. Moi, ce que je veux, c'est un mec gentil, même si parfois il joue au bad boy. Un type qui a de l'humour, qui aime discuter, pas juste bavasser sur rien. Que ça ait un sens. Finalement, je m'emballe et j'arrive plus à m'arrêter. C'est bon de rêver à mon homme idéal. Je voudrais qu'il soit tendre aussi, tu comprends? Et qu'il m'emmène danser. J'adore danser, je le fais jamais. Il doit pas être parfait, attention, hein. Un peu de folie, ça fait pas de mal dans la vie. Ça met du piment. Ça, je pense que t'en as assez de ton côté, bougonne Tony, ombrageux. Je continue. Bien sûr, s'il ne supporte pas les enfants, ça pourra pas le faire. J'aimerais bien un amoureux sur qui je pourrais toujours compter, tu vois. Pas comme mon père qui s'est barré le plus vite possible. Il faut qu'il soit courageux aussi et prêt à m'emmener au bout du monde avec les filles. Au bout du monde? Comment? Je sais pas, moi, il faut qu'il ait de l'imagination. À pied, à cheval, en voiture, en avion, comme dans la chanson, celle que les filles ont apprise à l'école. Elle finit comment, cette chanson? Elle finit par bateau à voile. En bateau à voile? Tu veux dire en voilier? Elle est naze, cette chanson. C'est une comptine pour enfants. D'ailleurs, le titre, c'est En sortant de l'école. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu as à me prendre le chou avec Prévert maintenant? Si t'es pas d'accord avec les paroles du poème, demande à Gaston qu'il te les explique. Et tu crois que tu vas trouver un type comme ça sur Internet? Sur Amazon peut-être? Trouver quoi? Un bateau à voile? Non, un type, je te dis. Un garçon qui aurait toutes ces qualités que tu dis. Laisse tomber. Tu peux pas comprendre. T'es trop terre à terre. Moi, je suis une romantique, c'est tout. Je ricane. Plus de sucre. Non, pardon. Je ricane. Plus de sucre, hein? Il prend un air choqué. Je vois pas le rapport, là. Ben moi, oui. Tout en discutant, on est arrivé au Select. Je fais la bise à Mimi, je récupère les filles. Au moment de repartir, je demande « Tony, tu as besoin de moi pour les petits déjeuners demain ?» Tony, en général, il me paye tout de suite, au black, en prenant l'argent dans la caisse. Ça me ferait quelques copecs si je travaillais tout de suite demain matin. Je ne commence pas avant 11 heures chez Lyon Queen. Je peux passer t'aider avant. Je te rappelle que tu es convoqué chez les flics demain matin. Je te conseille d'y aller. Et après seulement tu passes ici, ok? Borély, il me gonfle et... Arrête tes enfantillages. Tu viens pas ici avant d'être allé d'abord au commissariat. C'est compris?
Excédé, je marmonne. De quoi je me mêle? Tout en rangeant son comptoir, il ricane. Son type idéal. Ça va être costaud à trouver. C'est une vraie cucul à praline, en fait, cette fille. J'ai entendu! Je crie. Je ne le laisse pas répliquer et je sors, claquant la porte derrière nous. Je vois qu'il est déjà tard et je me demande comment je vais les faire manger ce soir. Je devrais peut-être aller emprunter du riz et des œufs chez Véro. Vous avez faim, mes chéris? Question ridicule, elles ont toujours faim, ces filles-là. Ah non, alors, dit Sabrina, je peux plus rien avaler. Les jumelles répètent comme des perroquets. Moi pareil, moi la même. Qu'est-ce qui vous arrive? Tony, au goûter, il nous a fait des frites, des croquants au tofu et une salade de riz. Il a dit que les Anglais ont raison de manger très tôt le soir. Et il nous a obligés à tout finir. Il dit que ça ne se fait pas de gaspiller. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Il a dit qu'il voulait nous éviter de nous bourrer de sucreries tard le soir. Est-ce qu'il sous-entendrait que je nourris mal mes filles? Je vais lui en toucher 2 mots demain à ce gars non mais. Mardi, le jour de la déposition. 41. Ce matin, c'est le bonheur total grâce à Pastis. Il est venu me réveiller en douceur. Et depuis, il suit chacun de nos gestes, se frottant à nos jambes et ronronnant à qui mieux mieux. Il est trop câlin, Pastis, ce matin, hein? Les jumelles approuvent, ravies. Et nous chantons tout en chœur un petit air guilleré déposé cette nuit par ma mère dans mon ciboulot, au cœur de mon rêve. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Dès que le vent soufflera, j'aime bien Renaud. Ma mère l'écoutait pas mal. J'avais parfois l'impression qu'il connaissait ma vie quand il chantait. Là, je reconnais, c'est pas vraiment cousu de fil blanc. Je comprends pas le rapport entre cette chanson et ma vie en ce moment. Sûrement que ma mère essaie de me dire un truc, mais quoi? Franchement, en ce moment, on dirait qu'elle s'éparpille. C'est de plus en plus dur pour moi de trouver le pourquoi des airs qu'elle me balance depuis son entre-deux-mondes. D'ailleurs, elle est où exactement, hein, maman? Maman, t'es où en fait? En enfer? Au paradis? Dans les limbes? Ou alors dans un espace bizarre, où on parque les fantômes quand ils n'ont pas fini leur mission sur Terre? Mais il doit y avoir une radio pas loin, avec des chansons de variété. C'est quoi ta mission, maman? C'est moi? Tu vas rester comme ça, tout près de moi? Jusqu'à quand? Il faudrait que tu ailles aussi vivre ta vie un peu, que tu partes, là où vont les morts, pour t'amuser un peu avec eux. Ça fait rien. C'est gai, ça parle de la mer, et nous reprenons le refrain en chœur, tout en disant au revoir à Pastis de la main pour aller à l'école. Après avoir accompagné les filles, je fais un détour par le commissariat. Je me prépare à attendre pendant des heures sur une chaise en sky et je suis bien surprise d'être introduite tout de suite dans le bureau de Borelli où 2 policiers s'affairent à taper des rapports en croquant des donuts, tandis que d'autres entrent et sortent dans un manège bien orchestré. Vous jouez aux flics des séries américaines ou vous voulez concurrencer Homer Simpson, je leur demande. Ils me toisent, haussent les épaules et continuent à s'acharner sur leur clavier, du sucre plein le menton. La pièce est crade, les murs lézardés, les meubles écaillés, tout est pourri. Un cliché de locaux de police dans un film des années 70. Au milieu de ces vieilleries, derrière le bureau vermoulu rempli de paperasse, un seul objet flambant neuf, le fauteuil de Borelli. Grand, noir, cuir, moelleux, roulant, tournant. Le fauteuil d'un patron du CAC 40. Je siffle. Ils ont du pognon gaspillé dans la police pour vous offrir un fauteuil de PDG pareil. Vous inquiétez pas pour le trésor public. Je me suis payé ce fauteuil moi-même. Indispensable à cause de mon dos. Eh oui, Maldon, je me fais vieux. Le voilà qui s'empresse à mes côtés, m'offre une chaise, me tend une tasse de café. C'est quoi cette mise en scène, je lui demande, narquoise. Vous vous êtes converti dans le cinéma? C'est le festival qui vous inspire?
Il lève les yeux au ciel et s'énerve tout de suite. Stop, Maldon. Commencez pas de bon matin. Il y a du nouveau et c'est pas marrant, alors vous n'allez pas entraver l'enquête tout de suite, d'accord? Vous démarrez au quart de tour, vous. Ben dis donc, si on peut plus rien dire. Je suis fière du résultat, mais en même temps, je sens que c'est du lourd et qu'il ne plaisante pas, donc je balance mes paroles avec quand même prudence, juste pour sauver la face. Qu'est-ce que vous avez de si brûlant? Vous avez retrouvé le cadavre de Sergo? Je demande. Vous avez oublié où vous êtes? Ici, c'est moi qui pose des questions. Ok, j'écoute. Alors, reprenons tout du début. Comment vous avez rencontré Sergo? Je lui explique de nouveau avec patience ce que je lui ai déjà dit au téléphone l'autre jour, ce qui s'est passé au rond-point. Cette fois, j'insiste sur le rôle de son garde du corps. C'était bizarre. Je me suis fait la réflexion sans approfondir sur le moment quoi? Que ce type était vraiment pas diplomate pour dessous. Il faisait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu pour calmer la situation. En réalité, ce qu'il a dit a mis Sergo encore plus en porte-à-faux, comme s'il voulait qu'il se prenne des coups. À ce que j'ai cru comprendre, il les a bien cherchés tout seul. Oui, c'est vrai, il est con, mais c'est pas un méchant. Il croit dur comme fer à tout ce qu'il dit, qu'il s'est fait tout seul, qu'il mérite tout ce que la vie lui a offert sur un plateau, et que les autres, s'ils sont dans la loose totale, c'est qu'ils sont nuls. Et vous pensez quoi, Maldon? Moi, je suis mal placée pour répondre, j'ai trop de chance dans la vie, sans l'avoir vraiment mérité. J'ai des gosses géniaux, une super caravane, même si elle est un peu cabossée depuis les inondations, et des potes sur qui je peux compter, et il a un geste de la main pour écarter ce que je viens de dire. Je ne vous demande pas ce que vous pensez de cette théorie en général, et encore moins à votre propos. Mais par rapport à Sergo, il a raison ou pas? Je ricane. Je me souviens de ce que m'ont confié quelques personnes de l'équipe de production. Je préfère pas répondre à ça, Borelli. J'aime pas les ragots. Et puis, vous savez, ce genre de gossip, ça peut embrouiller une enquête. Au contraire, moi, je me nourris de ragots, vous voyez. Je fais feu de tout bois. Tout peut être important dans une enquête. Alors, vous allez cracher le morceau, oui ou... Il a crié ces derniers mots et il a tapé un grand coup sur la table, ce qui m'a fait sursauter. Qu'est-ce qui vous prend? Je crâne. Vous êtes malade ou quoi? Même pas peur. Il s'assoit sur son fauteuil de patron en soufflant, à bout d'arguments. J'ai un peu pitié. Bon, si vous y tenez vraiment et que vous pensez que ça peut aider pour l'enquête, Sergo, c'est même pas un bon footballeur. Oui, ça, tout le monde le sait. Ok. Vous savez aussi peut-être pourquoi Girard l'a acheté aussi cher et pourquoi il a misé après sur lui comme acteur. Cherchez la femme, Borelli. Vous la connaissez cette expression? C'est-à-dire Mademoiselle Paloma Girard. L'actrice du même film? Oui. Elle est raide dingue de lui, de Sergo. C'est lui qui me l'a dit. Et je l'ai vu à l'œuvre aussi. Il est pas mytho. Faut dire qu'il en passe sérieux pour elle, lui aussi. Elle a persuadé son père de l'acheter des millions au petit club où il était avant. Entre nous, il était remplaçant, toujours sur le banc à quelques matchs. Ensuite, comme il rêvait de faire trop du ciné et que le magnat regrettait ses millions foutus en l'air vu que Sergo était nul sur le terrain, elle l'a persuadé, je parle de son père, pas de Sergo, d'investir dans le ciné. Mais, bon, pour aller plus vite, je vais faire vos questions et mes réponses. Si j'oublie quelque chose, vous me direz à la fin, ok? Vous croyez où? Allez, faites pas votre timide, je commence. Est-ce qu'ils couchent ensemble, Sergo et Paloma? Évidemment. Et pourquoi ils ne le disent pas au père? Pour deux raisons. Primo, le boss a d'autres plans pour sa fille. Deuxio, Sergo est trop un nul pour la fille du grand chef. Et maintenant que le film est un bide, ça se corse, pauvre Sergo, entouré comme il l'est par tous ces garçons terrifiants, ami avec l'homme le plus craint au monde, fou de la princesse jalousement gardée par le père, il a tiré les mauvais numéros, ceux qui rendent aveugle. Vous voulez dire quoi? Excusez-moi, là, je ne vous suis plus. C'est une façon de parler. Quand on panique, on voit plus rien autour de soi. Quand on a un ami trop riche, on perd un peu plus la vue sur les réalités. Et pour finir, quand on est amoureux, c'est comme dans le proverbe, non? L'amour rend aveugle. C'est bon, ça, Maldon, c'est très bon.
C'est même explosif comme mélange. Quelle imagination! Je suis étonnée que personne ne vous ait encore fait signer un contrat pour scénariste. Malheureusement, ça prouve rien. Vous pensez que le père Girard aurait pu enlever et tuer Sergo s'il avait appris que... Il se prend la tête dans les mains, soudain découragé. Et les Dorsey, ils viennent faire quoi là-dedans? Le hasard. Lion Queen Productions était une boîte spécialisée dans le documentaire sportif et ils voulaient se lancer dans la fiction. On leur a présenté Henri Girard, qui, poussé par sa fille et désireux de récupérer la mise investie en vain sur Sergo, voulait surenchérir dans un film, un vrai, avec une histoire et des acteurs, pas un documentaire. Comme il a oublié d'être con, ce milliardaire, il s'est dit que si l'histoire se passait dans le milieu du foot et qu'elle mettait en avant son club, ce serait d'une pierre deux coups, recycler un footballeur tocard qui lui faisait perdre du fric et faire de la pub pour son club, tout en faisant plaisir à sa fille. Comment vous la trouvez, cette Dorsey? Eastman la trouve louche, mais je peux pas dire elle est sympa avec moi. Enfin, même un peu trop d'ailleurs. Elle me propose boulot sur boulot et son mari, un génie méconnu qui se prend pour Bill Auguste, ne me demandez pas c'est qui, je le sais parce qu'il me l'a dit. Il s'est entiché de mes filles. Ils viennent même le matin, tous les deux, des fois chez moi, pour nous accompagner à l'école. Bizarroïde pour une productrice, non? En plus, avec un film qui passe au festival et qui fait un flop. Elle veut me faire porter le chapeau ou quoi? À propos de chapeau, faut voir celui qu'elle se... Ne nous emballons pas, aucun rapport, et ne nous éloignons pas du sujet. Pour l'instant, nous savons juste que ça tourne autour d'eux. C'est tout ce que nous avons. Notre cocktail. Un père ivre de puissance avec un ego démesuré, un footballeur trop nul, y compris comme acteur, qui lui fait perdre des millions et qui veut lui enlever sa fille. Et un garde du corps qui fait son boulot à l'envers, pour finir noyé dans les bras d'une pute inconnue de nos services. C'est vrai que pendant le festival, notre contingent habituel de ces demoiselles est multiplié par des dizaines. Impossible de les connaître toutes. Alors là, c'est à mon tour de sortir de mes gonds. Quoi? Comment? C'est maintenant que vous le dites? Il y a eu des morts? Vous rigolez. Borelli prend une feuille et lit le rapport établi par la police des mers au petit matin. Il était 5 heures du matin quand les employés municipaux, en nettoyant le rivage, ont trouvé sur le sable de la Croisette les corps noyés rejetés par les vagues d'un homme et d'une femme à plus de 100 mètres l'un de l'autre, blablabla. Mais, j'essaie de gagner du temps et je suis surtout obnubilée par le souvenir de ma chanson du matin. C'est la mer qui prend l'homme, ta-ta-ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, mardi. La mer a bien pris un homme cette nuit, et même une femme avec, 2 pour le prix d'un, et en plus un mardi. C'est donc ça que ma mère essayait de me dire? On a tout de suite vérifié si c'était Sergo, bien sûr. Non, c'était pas lui. L'association d'idées nous a néanmoins permis de constater qu'il s'agissait de son garde du corps, Éric Mounier, qu'il avait viré samedi à la suite de votre action d'éclat. Et la fille, eh bien, elle a été impossible à identifier. Un témoin a dit qu'elle vivait de ses charmes, voilà. Alors, finalement, le nom de famille d'Éric, c'était Mounier. C'est juste à ce moment que la porte s'ouvre avec fracas et une nana super canon en pleurs se précipite dans la pièce, suivie par 3 agents qui ne parviennent pas à la retenir. Elle est immense, elle touche presque le plafond, perchée sur des bottines échasses en cuir miroir doré à talons aiguilles vertigineux, pantalon de cuir noir moulant, décolleté noir en satin et cheveux blonds, longs, qui flottent dans son dos. La panoplie parfaite de la professionnelle migrante du Festival de Cannes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.